Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Victoria et c'est un plaisir de vous revoir pour notre 3e épisode de notre balado Faut qu'on se parle, présenté par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Aujourd'hui, nous allons aborder une question par rapport au logement et la vie autonome des personnes aînées en Ontario. Saviez-vous que selon le recensement de 2016, près de quart des aînés canadiens vivent dans un logement qui n'est pas conforme aux normes? Pour en parler plus, nous avons le privilège de recevoir nos 2 invités spéciales, qui est Michel Tremblay et Denise Lemire. Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous? Très, très bien, merci. Très content de vous recevoir, Michel, dans le balado. Et bonjour, Denise. Oui, bonjour. Très content de te recevoir dans le balado. Ouais. Et avant même de commencer, est-ce que je pourrais dire que wow, vous êtes magnifique? Vraiment, non, vous êtes magnifique. La complémentarité dans le vestimentaire, c'est incroyable. Mais commençons par vous, Michel Tremblay, si vous pouvez vous présenter. Je suis présentement directeur général de la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario. Et toute ma carrière, tout ce que j'ai fait dans ma vie a été beaucoup orienté sur les personnes âgées. Mon premier emploi a été comme préposé dans un centre d'accueil francophone ici à Ottawa. Et puis, j'ai travaillé en loisirs avec les aînés. J'ai travaillé aussi dans le communautaire au point de vue, même faire du bénévolat dans le communautaire. J'ai été directeur de soins de longue durée. J'ai aussi été au gouvernement de l'Ontario pour la réforme des soins de longue durée dans les années 90. Et j'ai toujours été aussi associé soit à la santé en français. Travaillé aussi pour l'accès à la santé en français un peu partout au Canada. Wow, intéressant, Michel, merci. Et vous, Denise? Oui, ça fait plaisir de me présenter. Je suis présidente du réseau de prévention de la maltraitance chez les francophones de l'Ontario. Donc, depuis une couple d'années, on a créé, en fait, c'est géré par la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario, dont Michel est directeur général. Donc, c'est quand même un réseau très important au niveau de la maltraitance parce que c'est quelque chose qui augmente beaucoup. Mais je suis aussi, depuis quelques années, au conseil d'administration d'un réseau national de prévention de la maltraitance des aînés. Donc, ça fait quand même une dizaine d'années que ce dossier-là m'intéresse. Donc, je continue à travailler là-dedans et puis à trouver des solutions, des stratégies pour contrer la maltraitance chez les personnes aînées. Wow! Fantastique. Encore une fois, merci encore d'avoir accepté notre invitation dans le balado. J'ai personnellement très hâte et je ne peux pas imaginer combien même les autres qui nous suivent, qui sont hâte de vous attendre et savoir vos expériences et vos connaissances par rapport à ce sujet. Et sans plus tarder, nous voulons se lancer dans les questions. Nous voulons savoir sur ce sujet qui est souvent parlé, mais pas vraiment très bien compris. Et beaucoup de gens ont tellement et tant de questions. Alors, on se lance dans la première question. Michel et Denise, nous voulons savoir, selon vous, qu'est-ce qui signifie vie autonome pour les personnes aînées et quel rapport y a-t-il entre la vie autonome et le logement? Bien, ce qui est important ici, c'est que c'est la capacité de vivre chez soi, de prendre des décisions, d'être en contrôle. Je pense que quand on regarde le point de vue de vie autonome, c'est ça, c'est qu'on a un milieu de vie qu'on est capable sur lequel on peut agir, sur lequel on peut avoir être capable de se lever à l'heure qu'on veut, par exemple. Donner des exemples comme ceux-là. De se faire à manger alors qu'un milieu institutionnel, c'est le contraire. On décide pour vous. Les repas sont à une certaine heure et voici les 2 choix que vous avez pour le repas. Donc, on prend les décisions. Puis, votre bain va être à telle journée ou des choses comme ça. Donc, c'est ça, la vie autonome. C'est d'avoir un milieu de vie, que ce soit la maison chez soi, un appartement, une maison de groupe. C'est ça qui est la distinction par rapport au vieillir chez soi.
Moi, je suis un peu d'accord. Hein? C'est vivre de façon autonome. Je peux juste penser à mes parents. Mes parents ont 94 et 97 ans, sont encore dans un appartement, puis sont capables de se lever à l'heure qu'ils veulent, et puis faire leur repas, et puis, tu sais, faire le quotidien. C'est sûr qu'ils ont besoin quand même un peu de soutien pour les épiceries, des choses comme ça. Mais essentiellement, c'est d'être capable d'avoir une qualité de vie où on peut être heureux dans notre quotidien. Donc, en tout cas, c'est une question au niveau du logement. Ben, c'est ça. Michel apportait qu'il y avait une variété de logements. Donc, tu sais, il faut être sensible au fait qu'en vieillissant, il y a peut-être des problématiques un peu, puis on peut en parler tantôt, des problématiques là, assez importantes. Une des choses aussi qui est importante, qui est un problème aussi au niveau sociétal, c'est que souvent les personnes âgées, en vieillissant, ne vont pas planifier. Ne vont pas... ils ont leur chez-soi, la vie est belle, ils voyagent, tout va bien. Et à un moment donné, il y a un accident ou il y a une maladie, ou il y a des situations qui font en sorte que là, la personne doit changer son milieu de vie. Et si on n'est pas préparé, si on ne se prépare pas à ça, souvent, c'est ce qui peut amener aussi à aller plus rapidement en institutionnalisation, soit dans une maison de soins de longue durée ou des maisons de retraite qui coûtent très cher habituellement. Donc, ça, c'est une des réalités aussi. Comment on gère ses finances? Alors, c'est important de prendre ça en considération quand on pense à bien vieillir chez soi. Donc, le type d'appartement, est-ce qu'on va aller dans un condo? Est-ce qu'on va aller juste dans un appartement? Ou est-ce qu'on va aller dans une maison de groupe avec d'autres personnes? Donc, c'est important, ces aspects-là. Oui, non, parfaitement. Et j'aime beaucoup votre explication de c'est quoi la vie autonome. Et je crois que ça nous aide un peu à comprendre exactement c'est quoi et avoir une définition claire. Et je crois même que ça nous apporte même dans notre prochaine question qui est par rapport à vivre chez soi. Nous voulons savoir, toujours sur le thème, est-ce que vieillir chez soi est réellement possible? Tu vois, souvent, on attend vieillir chez soi et les personnes aînées, encourager les personnes aînées à vivre indépendamment. Mais est-ce que c'est possible, Michel et Denise? Je dirais qu'il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis de vivre à domicile. C'est pas nécessairement un paradis. On peut voir qu'à l'occasion, il y a des choses qui se passent qu'on a besoin de prendre en considération. Entre autres, l'entretien. Oui, on est capable de faire du jardinage autour de la maison. On est capable de faire des travaux ménagers. À un moment donné, il faut laver les fenêtres une couple de fois par année, ou au moins une fois. Et aussi, il y a tout l'entretien intérieur de la maison. Mais à un moment donné, on est de moins en moins capable de le faire. Donc, est-ce que j'ai accès à des ressources? Est-ce que j'ai accès à des services? Ça, c'est un des éléments parce que aussi, tu sais, ça va nuire à votre qualité de vie. Toute la question d'accessibilité. Je réfléchissais à ce point-là. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont des handicaps, ils ont des limitations. Donc, comment on est capable d'aider ces gens-là à avoir des endroits qui sont accessibles? Ça me fait penser où j'habite, dans un condo. Il y a plusieurs, j'ai remarqué, il y a plusieurs jeunes hommes, jeunes femmes en fauteuil roulant, très handicapés, qui, pour moi, s'ils étaient âgés, là, ils seraient dans des soins de longue durée. Mais ils ont leur appartement, l'appartement est aménagé avec des moyens de faire des transferts. La salle de bain est aménagée en conséquence également. Puis il y a une préposée qui vient à domicile au moins 4 fois par jour pour aider le matin au déjeuner, lever, déjeuner, à l'heure du midi, à l'heure du souper et le soir pour le coucher. Et je me suis adonné récemment à parler dans l'entrée avec un de ces personnes-là. Et puis, la personne est complètement autonome, capable de prendre ses décisions. Donc ça, c'est des moyens aussi d'améliorer l'accessibilité plutôt que dans les maisons de soins de longue durée. Puis ça va coûter moins cher au gouvernement. À ce moment-là, c'est mieux de mettre les services à domicile. Ensuite, il y a tous les risques de chute.
Souvent, quand on a une grande maison, 2 étages, il y a des risques, c'est dépendant, là, comme les tapis, il y a toutes sortes d'éléments. Donc, il faut être capable de regarder tous ces éléments-là puis de prévenir les chutes. Ça, c'est l'un des problèmes en vieillissant. Beaucoup de personnes âgées peuvent tomber, se casser des membres, et puis ça guérit peut-être pas aussi vite que quand on est plus jeune. Donc, ça, c'est un des éléments. Puis les services à domicile, le soutien à domicile, les soins de santé à domicile, pour nous, les francophones, c'est un enjeu. Ce n'est pas disponible partout. C'est aussi dans les communautés rurales, comme je pense dans le nord de l'Ontario, dans le sud-ouest de l'Ontario. Il y a beaucoup de petites communautés, mais il n'y a pas de service nécessairement autour. Donc, ça c'est des enjeux importants. Donc, il faut penser à tout ça. Quand on dit vieillir chez soi, il faut penser à tous ces éléments-là. Moi, je voulais juste ajouter, en français, des services en français, c'est encore plus une problématique partout en province. Moi, je voulais juste dire, ce que je prône, moi, c'est le choix, que les personnes aient le choix de la diversité de logements, la diversité de soins de services à domicile, mais essentiellement, faut que les personnes aînées, les couples ou les individus aînés fassent leur choix à eux autres pour rester à la maison, rester dans l'appartement ou s'ils veulent aller en résidence. Donc, souvent, sont incités par les familles, mais selon mon expérience, on a eu quelques-unes, faut que ça vienne de la personne même, de vouloir aller en résidence ou de rester chez eux. Puis comme Michel, il dit, si on reste chez nous, puis on a des handicaps, etc., bien, il faut que l'entourage permette qu'on puisse rester à la maison puis avoir une qualité de vie. Sinon, tu sais, c'est difficile. Puis j'ajouterais aussi l'importance d'avoir des contacts avec la communauté. Et on a des endroits où il y a des centres de vie active, il y a des clubs d'âge d'or, il y a des endroits aussi, les bibliothèques, des centres communautaires. Je pense que c'est important que les gens aient les capacités, soit par des transports bénévoles, par exemple, ou des transports adaptés, d'être capables d'aller participer dans la vie communautaire. Parce que sinon, l'isolement social, ça peut amener des dépressions, ça peut amener des problèmes de santé mentale. Donc, c'est très important qu'on n'oublie pas cet aspect-là. Puis on parlait, Denise, quand tu te parles des familles il y a aussi, à un moment donné, des familles on a besoin de leur aide. Exactement. Donc, il y a des familles qui vont peut-être aller trop loin. Il faut qu'il y ait un équilibre entre la décision que prennent les parents versus les décisions que veulent prendre les enfants, parce que les enfants vont vouloir le faire pour qu'est-ce qui est le mieux pour maman, puis qu'est-ce qui est mieux pour papa. Puis, c'est pas toujours leur idée à eux, c'est pas toujours ce qui est vrai, là, tu sais. Donc, il faut qu'il y ait des dialogues. Puis aussi, à un moment donné, si une personne déménage chez ses enfants, bien, les enfants vont être capables de vraiment jouer ce rôle de proche aidant. Donc, ça peut amener de la violence ou ça peut amener de l'abus. De l'abus. De l'abus aussi, ouais. Aussi qui peut se passer. Oui, non, mais Michel, tu as touché sur un point très important et moi, en tant que jeune, en ayant aussi mes grands-parents qui sont en vie, j'aimerais savoir, parce que c'est aussi ce côté que des fois, on ne sait pas exactement, comme Denise vient de mentionner, comme qu'est-ce qu'eux, ils pensent, qui est mieux pour eux. Souvent, on a tendance à prendre des décisions qu'en fonction de ce que nous, on pense qui est mieux pour eux, mais pas ce qui est mieux pour eux réellement. Et c'est un peu comme une question parce qu'on on part de la vie autonome, mais aussi d'autres qui envoient leurs grands-parents ou leurs parents dans des résidences. Mais est-ce que les personnes aînées se sentent, bon, pas pour parler en général, mais se sentent à l'aise que d'autres personnes s'occupent d'eux, que des membres de leur famille? C'est comment un peu cette transition-là que là, il y a des gens que tu ne connais pas qui s'occupent de toi, qui... Je ne sais pas si la question... c'est comment, en fait, Est-ce que c'est quelque chose qui leur fait se sentir à l'aise? Il y a des personnes qui vont accepter l'aide de leurs enfants. Ouais. Ça, c'est un choix qu'ils vont faire. Puis, mais en même temps, faut faire attention parce qu'il y a toute la question des abus financiers dans ça. Il y a des abus qui peuvent...
de prendre des décisions de traitement, par exemple. J'ai vu une dame à Ottawa, dans un ancien emploi, qui était dans les 95 ans, puis qui était venue nous voir pour nous dire je veux pas que mes enfants s'occupent de mes biens, j'ai des arrangements, mais ils vont venir vous voir peut-être pour vous. Puis c'est arrivé. À un moment donné, une des filles nous a contactés. Puis là, elle voulait absolument qu'on arrête certaines choses pour sa mère, parce que sa mère dépensait de l'argent pour... Puis elle, souvent, ce qui est dans la tête de ces gens-là, c'est qu'elle est en train de flamber l'héritage. Alors ça, c'est une des choses là, qu'il faut faire attention. Aussi, si la personne est dans une situation où il y a de la démence, de l'Alzheimer, là, oui, des fois, à ce moment-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne en charge. Mais encore là, toujours en prenant en considération que tant qu'elle est capable de prendre certaines décisions, qu'elle soit consultée. Et puis, moi, je sais qu'avec ma mère, ça a été... ma mère a été pendant plusieurs années avec la démence. Les 3 dernières années de sa vie, elle n'était pas consciente d'où elle était, puis ne nous reconnaissait pas du tout. Donc, c'est nous qui avons pris beaucoup les décisions pour elle. Mais il reste quand même que jusqu'au moment où elle n'était plus capable de prendre les décisions, on respectait ses choix. Puis des fois, il fallait lui expliquer un peu plus, comme le moment où il a fallu lui enlever son auto. Ça a été complexe, mais elle n'était plus capable de conduire. Elle conduisait en sens inverse sur les routes. Donc, on avait la police qui nous a aidés. Fait qu'il a fallu l'enlever. En tout cas, comme elle commençait à avoir de la démence, on a dit, bien, elle est brisée, puis elle est chez mon frère, puis inquiète-toi pas, maman, on va te la ramener bientôt. Bon. Ben, elle oubliait. Ouais. Mais c'est une réalité. Il y a des moments, il y a des situations où est-ce qu'il faut que les prochains aidants prennent des décisions à l'occasion. Mais il faut que ça soit fait dans le respect, puis dans... Non, j'aime beaucoup ce touche-là. Merci, Michel Tremblay. Ça permet aussi de nous donner différentes perspectives aussi de ces situations. Et pour nous lancer dans notre prochaine question, qui est les difficultés que des personnes aînées peuvent rencontrer en lien avec la maltraitance au niveau du logement et dans les divers types de logements. Nous voulons encore savoir encore plus. J'y vais. Donc, ça dépend du logement, du type de logement, je te dirais. Il peut y avoir des problématiques avec le propriétaire. Il peut y avoir de la négligence. Le propriétaire là, qui fait pas les rénovations nécessaires pour répondre aux besoins du locataire ou de la locataire. Il y a au niveau des résidences toute l'intimidation qu'il peut y avoir entre le personnel et la clientèle, entre ou les locataires, si on veut dire. Donc, ça peut être vraiment une variété. Il peut y avoir de l'abus financier aussi. Il peut y avoir, beaucoup de... selon où tu demeures, tu sais. Donc, c'est... Tu sais, faut sensibiliser le monde, les gens, à ce niveau-là. Puis, faut faire de l'éducation. Puis, des fois, là, c'est un petit peu... ça peut être un petit peu problématique. Par exemple, au niveau des résidences, là, tu sais, en vieillissant, on a un petit peu moins de tolérance, tu sais. Donc, des fois, on devient un petit peu plus agressif ou agressive, tu sais. Donc, ça prend un peu de soutien à ce niveau-là de la part du personnel. Puis aussi avec le personnel aussi, hein, parce qu'il y a quand même aussi des abus par rapport entre le personnel et la clientèle. On l'a vu pendant la COVID au niveau des soins de longue durée, qui était un phénomène épouvantable. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Mais j'ai été sur un comité aviseur pour de l'intimidation dans les résidences. Ça s'appelle, c'est un jeu sérieux. C'est un jeu que la résidence peut utiliser pour
sensibiliser leur personnel et leur clientèle par rapport à l'intimidation. Donc, ça s'appelle la petite vie en résidence. C'est bien. Puis, il y en a aussi ils en ont fait un jeu sérieux pour les LGBTQ. Donc, ça aussi, à ce niveau-là, là, il y a des problématiques majeures au niveau des résidences. En tout cas, c'est tout un champ à explorer et puis à développer de la sensibilisation. J'ajouterais au niveau des personnes LGBTQ, toute la question de la discrimination, de la stigmatisation dans les maisons de retraite, les soins de longue durée, puis même dans les soins à domicile. On vient d'un milieu où est-ce que les francophones, blancs, on vient d'un milieu souvent catholique. Il y a encore des soins de longue durée, des établissements de soins de longue durée qui sont tenus par les communautés religieuses. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour des personnes qui veulent aller en couple dans ces maisons-là? Donc, ça, c'est toute la question de la discrimination. Ça peut se faire par les résidents eux-mêmes, ça peut se faire par le personnel ou par les propriétaires également. Donc, c'est des mauvais traitements qui peuvent arriver. Il y a des gens qui ne veulent pas s'afficher. Donc, souvent, on appelle ça le dernier placard. Les gens retournent dans le placard. Donc, alors que toute leur vie, ils ont essayé de vivre une vie comme tout le monde, puis de sortir du placard, puis de s'affirmer, s'afficher. Et là, quand ils arrivent en fin de vie, il n'y a pas d'endroit où est-ce qu'ils peuvent s'afficher facilement. Donc, un des enjeux, on a très peu d'établissements. À Toronto, il y a un établissement, Rekai Center, qui est le seul qui est vraiment dédié à la communauté LGBTQ. C'est un foyer municipal, puis ça permet d'avoir un endroit où ces gens-là peuvent vivre ouvertement. Mais à part ça, il n'y en a pas beaucoup d'établissements de ce genre-là. On est chanceux, il va y avoir un établissement francophone à Toronto, puis on nous a garanti qu'il y aura une unité dédiée aux personnes LGBTQ dans cet édifice-là. Donc, c'est des solutions possibles pour aider les gens. On a développé un guide sur la bientraitance pour les personnes LGBTQ aînées francophones. Donc, on a un guide sur notre site web qui peut être utilisé pour la formation du personnel dans les établissements. Fait que c'est des éléments importants qui peuvent prévenir la maltraitance envers ces gens-là. Intéressant, wow. Mais non, je suis très captivée par ce que vous venez de mentionner. Denise, tu as mentionné sur les difficultés que les personnes aînées font face, même aux côtés de logement. Et Michel, j'ai beaucoup aimé lorsque tu as abordé sur les solutions et ce que même il y a certaines personnes, certaines organisations, je crois que tu as mentionné, qui essayent d'apporter du changement. Et nous voulons parler des solutions ou des actes qui se font. Et la prochaine question, c'est au niveau de la FARFO. Comment tentez-vous d'apporter des solutions au niveau du logement et de la vie autonome des personnes franco-ontariennes? Et comment faites-vous la promotion et la sensibilisation par rapport au maintien de la vie autonome chez les personnes aînées en Ontario? D'abord, la FARFO est un organisme qui est là pour défendre les droits des aînés auprès des instances gouvernementales. On est aussi travaillé en collaboration avec des organismes comme par exemple les entités de planification sur les services en français. Et on a un comité des relations gouvernementales dont Denise préside. Donc, ce comité-là, on a commencé à regarder c'est quoi les priorités pour cette année, l'année prochaine, et puis les prochaines, et puis pour les autres années. Puis deux de nos priorités actuellement, la première, c'est bien vieillir chez soi, là, les services à domicile. Alors, on veut s'assurer qu'il y a des services en français. Et la deuxième qu'on veut, c'est la question de l'hébergement. Donc, ces deux sujets pour nous qui actuellement sont des priorités sur lesquelles on veut se pencher. Puis une des choses aussi, c'est qu'on a collaboré depuis 2 ans à une étude de faisabilité pour le développement de logements communautaires pour les communautés francophones hors Québec, en situation minoritaire, avec la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada. Donc, avec cette organisation-là, on a maintenant un rapport qui nous décrit vraiment les besoins pour les aînés. Les gens encore là dans le rapport, c'est clair, ils veulent vivre chez eux. Ils veulent aussi vivre dans leur communauté.
Parce qu'un des problèmes qu'on a, surtout dans certaines régions, c'est que la personne va vivre dans une petite communauté, un village, mais quand elle va avoir besoin de soins, puis on va l'envoyer dans une ville qui est peut-être des fois à 50 km, 60 km. Donc, c'est des choses qui se font actuellement. Donc, comment on peut faire pour aider les gens à vivre chez eux? Donc, nous, à la Farfo, on veut conscientiser les gens. On veut travailler. On est en train de regarder une possibilité peut-être de travailler en collaboration avec la Fédération des aînés du Canada pour être capable de développer quels sont les besoins, puis être capable de faire ressortir ces besoins-là, puis d'appuyer des groupes communautaires, par exemple. Parce que c'est très, très, très complexe de créer une coopérative. Ça prend des bénévoles engagés, ça prend de l'argent, ça prend des municipalités qui ont des terrains alors, c'est ça. Il y a encore énormément de potentiel ici, là. Alors, nous, notre rôle, c'est de conscientiser, d'agir dans ces éléments-là. Ça nous prendrait une couple de billionnaires, là, Michel, là, Ouais. pour construire des logements pour les francophones. Donc, non, ça serait intéressant d'avoir beaucoup plus de types de nouveaux logements pour nos communautés. Donc, avec une association comme ça pourrait aider parce que une des choses que moi je constate, c'est qu'on n'a pas de données probantes. Tu sais, on n'a pas, on dit au gouvernement, on a besoin des services, des soins à domicile, mais on n'a pas vraiment tant de statistiques que ça par rapport aux francophones. Puis présentement, la langue n'est pas sur la carte santé. Si on avait la langue sur la carte santé, au moins on pourrait identifier qui ce qui a quoi, qui ce qui fait quoi, qui ce qui prend quoi, etc. Donc, de base, ça nous prendrait vraiment une méthode pour recueillir les données, tu sais, combien de francophones qu'il y a en résidence, combien qu'il y en a dans les soins de longue durée, comment, tu sais, dans les appartements, des choses comme ça, on ne sait pas. Donc, à commencer par ça serait intéressant d'avoir ces données-là. Wow, non, intéressant. Et non, c'est vraiment, vraiment important sur le point que tu viens de mentionner, Denise, que nous avons besoin d'un changement, surtout dans la communauté francophone. On n'a pas de soutien, on n'a pas beaucoup de ressources, mais c'est une bonne chose qu'on voit que non, il y a des choses qui viennent en action, et je crois que on est quand même un pas. Tu vois, on est un pas, alors qui est une très bonne chose. Mais encore une fois, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un petit mot avant qu'on clôture le balado pour ceux qui nous suivent. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on écoute les personnes âgées. Je pense que les personnes âgées, là, les aînés, là, ils ont du vécu. Ils savent beaucoup ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent, et je pense qu'on doit les écouter. Puis c'est une des choses qu'on se rend compte. C'est une forme d'agisme là, qui se passe, c'est que, on prend soin des personnes aînées, on va faire pour eux, mais on va pas nécessairement écouter les besoins. Puis l'autre chose que j'ajouterais, il faut regarder ce qui se passe dans d'autres pays, surtout en Europe, où est-ce qu'il y a des modèles d'hébergement qui sont... Comme par exemple, il y a des pays comme la Norvège ou le Danemark, où est-ce que les soins de longue durée, il y en a de moins en moins, et on les transforme pour faire des logements. On transforme ces établissements-là pour faire des appartements ou même juste des fois des garçonnières, là, pour permettre aux gens d'avoir un endroit pour vivre puis être autonomes chez eux. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde ces modèles-là. Mais moi, je voudrais juste présenter quelques ressources, si vous me permettez. Donc, essentiellement, si vous avez besoin d'informations, des choses comme ça, c'est sûr qu'il y a des organismes de base, la Farfo, farfo.ca. Il y a le CNPEA,
le réseau national, où c'est un carrefour de ressources. Il y a Elder Abuse Prevention Ontario qui ont des ressources en français aussi. Puis, il y a des modèles quand même que nous, on étudie, comme le Abbeyfield Houses Society of Canada, qui ont quand même un modèle assez intéressant. Il y a les coopératives d'habitation. Ici, il y a la coopérative d'habitation La Fontaine, qui est axée pour les aînés. Il y a des habitations intergénérationnelles, comme Habitation partagée Mirella, qui offre un service de jumelage de jeunes et de personnes aînées. Et puis, il y a la Société Hypothèque canadienne de logement. Au niveau de l'accessibilité, il y a plein d'infos à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à aller googler dans l'Internet pour ces infos-là. Exactement. Comme Denise l'a dit, n'hésitez pas à aller trouver ces ressources et nous croyons fortement que ça vous fera du bien. Encore une fois, merci beaucoup à Michel Tremblay et Denise Lemire pour avoir participé à notre balado Faut qu'on se parle. Et aujourd'hui, nous avons exploré sur le logement, la vie autonome des personnes aînées. Nous avons parlé des difficultés, des défis, des solutions et vraiment la réalité de ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes aînées. Et avant, nous voulons dire encore merci à tous nos fidèles auditeurs pour le soutien. Vous qui nous regardez, merci beaucoup pour votre soutien. Nous voulons aussi donner un merci à l'Emploi et Développement social Canada, notre bailleur de fonds. Sans eux, ce balado n'aurait pas été possible. Alors, merci à vous. Alors, n'oubliez pas de nous suivre dans nos réseaux sociaux de l'AFO, que tout sera listé sous la description. Et nous voulons vous dire encore que nous avons hâte de vous revoir pour notre prochain épisode. Et au revoir!